Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler ensemble de la loi de finances, mais tout de suite, les brèves. Avec la publication des deux lois, ordinaires et organiques, pour la confiance dans l'institution judiciaire et avec notamment la réforme de la prise égale d'intérêt dont nous avons parlé récemment, et puis deux décisions récentes de la Cour de cassation toujours en pénal, dont une portant sur la Cour de justice de la République, l'affaire Dupond-Moretti. Contrat. On a eu un décret sur l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, avec différentes innovations, dont le fait que les acheteurs concernés ont jusqu'au 30 juin 2022 pour faire leur première déclaration pour l'année 2021 pour ce qui est des dépenses en ce domaine. Et puis, un arrêt un peu inquiétant du Conseil d'État. Est-ce qu'un règlement de consultation peut prévoir, comme ça se pratique souvent, que quand il y a pour des soumissionnaires plusieurs envois dématérialisés, seul le dernier sera pris en compte? Eh ben, c'est pas si simple que ça. Service public maintenant. Alors, en matière de déchets, des lixiviats peuvent, sous condition, être rejetés dans le milieu naturel, voire plus rarement dans les eaux souterraines. Arrêt du Conseil d'État qui a combiné différents régimes juridiques. Petite enfance, grosse actualité avec d'une part la relance d'un grand projet de service public de la petite enfance avec un droit qui serait opposable à voir son enfant gardé, et puis un décret qui finit un petit peu la réforme, vous savez, de la question des assistants maternels et des RPE, décret du 14 décembre. En matière scolaire, un décret, cette fois-ci sur la liste scolaire tenue par le maire, avec plus d'informations à noter, et une renaissance juridique du directeur d'école par la loi du 21 décembre 2021, avec un pouvoir fonctionnel. Et puis une grosse loi, du 21 décembre également, sur les bibliothèques, avec beaucoup de choses, je vous ai résumé tout ceci, dont la gratuité à l'accès aux bibliothèques, attention, gratuité pour l'accès et la consultation, pas forcément sur le prêt à domicile. Le conseil départemental n'a plus de compétences générales, donc ce n'est que dans quelques cas limités, dont je vous ai fait un petit résumé ici, qu'il peut continuer d'agir, nous dit le théâtre de Dijon assez logiquement. Fonction publique maintenant. Alors, nouvelle réforme du télétravail avec du nouveau, notamment pour les femmes enceintes et les proches aidants. Refuser à un agent l'accès à un local n'est pas en soi une mesure susceptible de recours, sauf si c'est un local syndical, bien sûr. Et puis, un arrêt intéressant sur les règles d'opposabilité du délai de recours contentieux aux demandes indemnitaires de la famille d'un fonctionnaire. Et puis, un autre arrêt qui, lui, porte sur la prise en compte de l'ancienneté pour un agent privé lorsqu'il va être reclassé dans un grade de la fonction publique. Et puis, une revalorisation, un relèvement du SMIC fonction publique. Élections maintenant. Deux décrets, notamment sur les futures élections présidentielles et quelques ajustements, grammage, répertoire électoral unique avec la fin de la réforme des procurations, etc. Et puis toute une série de décisions en contentieux électoral sur des signatures qui ne seraient pas les mêmes au premier et au deuxième tour, sur l'éligibilité de Thierry Mariani qui confirme que si quelqu'un dit qu'il est éligible au titre de ses impôts, TH, on n'a pas besoin de vérifier la réalité de l'occupation du local en question. Sur l'éligibilité des entrepreneurs de services municipaux avec un arrêt dur du Conseil d'État et Conseil d'État qui nous parle aussi d'urbanisme avec un arrêt intéressant sur le juge compétent lorsque j'ai un problème de régularisation de permis de construire annulé à hauteur d'appel. Et puis des mini-brèves que voici, que voilà. Et puis que voilà encore, n'hésitez pas à mettre sur pause. Abordons maintenant ensemble la loi de finances pour 2022. J'ai demandé à deux grands spécialistes de m'accompagner et de répondre à mes questions. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Lucas, commençons par toi. On a une adaptation du COCO. Alors le COCO, c'est quoi? C'est le coefficient correcteur qui est propre à la réforme de la taxe d'habitation. Quelle adaptation dans cette loi de finances du COCO? D'abord une adaptation à la Covid-19, puisque dans certains départements, les bases de taxe d'habitation 2020 n'ont pas pu être calculées dans les conditions habituelles. Et puis quelques adaptations locales au fait que les rôles supplémentaires de foncier bâti qui devaient être pris en compte pour le calcul du produit récupéré par les communes étaient dans certains cas sans commune mesure avec le montant annuel moyen de l'impôt. Mais tout ceci est, à mon avis, anecdotique au regard de la récente décision du Conseil d'État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire sur la prise en compte de la taxe d'habitation perçue par les syndicats. Là, il s'agit d'un montant supérieur à 80 millions d'euros et ça n'est pas une petite affaire. Et quid de la DGF? Sur la DGF, deux choses.
D'abord, les sommes consacrées à la péréquation augmentent de 190 millions d'euros contre 180 l'année dernière, toujours avec un rattrapage pour l'outre-mer, mais surtout, le système d'alimentation de la péréquation, par ce qu'on appelle l'écrêtement, va être modifié puisque seules seront désormais contributrices les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 0,85 fois la moyenne contre 0,75 fois jusque-là. Ça réduit le nombre de contributeurs à 15 000 à peu près et ça veut dire qu'on va demander de plus en plus à de moins en moins de communes. Si on se rappelle que la ville de Paris cessera bientôt d'être contributrice, ça montre que le système va un jour inévitablement finir par craquer. DGF, dont tu voulais également dire un mot, Pascal, je crois. La loi de finances pour 2022 prévoit une stabilité de l'enveloppe nationale de DGF et à l'intérieur de cette enveloppe stable, la loi prévoit une hausse de la DSU de 95 millions d'euros et de la DSR de 95 millions d'euros. Et cette hausse de ces deux enveloppes est financée par des minorations d'autres dotations à l'intérieur de cette masse stable de DGF. La minoration principale pour le bloc communal concerne l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes qui ont un potentiel fiscal élevé. Et la loi de finances 2022 modifie le seuil à partir duquel les communes seront prélevées. Ce seuil, qui était de 75% du potentiel fiscal moyen national, est porté à 85%. Résultat des courses, le relèvement du seuil va limiter le nombre de communes contributrices et va accentuer le prélèvement qu'elles vont subir. Une autre grosse réforme, c'est celle qui se prolonge en fait en matière d'indicateurs financiers. Pascal. Ces modalités de calcul du potentiel fiscal et financier n'étaient déjà pas simples. Eh bien, la loi de finances 2021, complétée par la loi de finances 2022, accentue encore cette complexité puisque la loi de finances 2021 a intégré toutes les conséquences de la suppression de la TH sur les résidences principales et l'article 47 de la loi de finances 2022 ajoute en plus au potentiel fiscal la taxe sur les pylônes, la majoration de TH sur les résidences secondaires votée par les communes, la moyenne 3 ans des droits de mutation perçus par les communes et la taxe locale sur la publicité extérieure. Et donc, perspective à terme, modification de l'indicateur des moyennes et donc de l'éligibilité des communes aux dotations. Autre indicateur qui change, l'effort fiscal. L'effort fiscal retracé l'écart à la moyenne de la pression fiscale 3 taxes subie par les contribuables de ménage en intégrant la fiscalité communale, la fiscalité communautaire et la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues sur le territoire communal. À compter de 2022, l'effort fiscal ne tiendra compte que de la pression fiscale de la commune, en excluant donc le produit 3 taxes de l'intercommunalité et la TOM ou la ROM perçue sur les communes. Et donc là aussi, perspective d'évolution sensible de l'effort fiscal et de leur positionnement par rapport aux moyennes. Oui, mais est-ce que tout ceci va être progressif ou brutal? La loi prévoit en 2022 pour tous ces indicateurs un mécanisme de correction visant à neutraliser les écarts liés à ces réformes. Et donc, en 2022, la correction devrait compenser intégralement les écarts constatés, selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'État. Simplement, la loi prévoit qu'à compter de 2023, cette correction ne sera prise en compte qu'à hauteur de 90%, puis 80% en 2024, puis 60% en 2025, 40% en 2026, 20% en 2027 et disparaîtra en 2028, année au cours de laquelle les indicateurs joueront pleinement, sans correction. Et donc, on peut s'attendre à des modifications, voire à des bouleversements de dotation pour les communes en ce qui concerne la DGF et le FPIC. Oui, et puis il y a aussi un changement du côté des attributions de compensation en FPU. Oui, il faut signaler l'article 47 quater de cette loi de finances 2022 qui précise les conditions de minoration des attributions de compensation des communes en cas de perte de recettes économiques totales sur le territoire intercommunal. Donc cet article prévoit que la réduction peut concerner soit toutes les communes, mutualisation totale, soit la commune d'implantation des fermetures d'entreprises. Et dans ce cas, l'amputation de l'attribution de compensation de la commune est encadrée, soit 5% des recettes de fonctionnement de la commune, soit 5% de l'atténuation du prélèvement FNGIR prévu par la loi de finances 2021.
Le même article prévoit également d'intégrer dans l'appréciation de la perte de recettes économiques la compensation versée par l'État au titre de ces pertes de recettes, en particulier les compensations liées aux fermetures de centrales nucléaires. L'amputation des AC des communes concernées pourra s'effectuer sur plusieurs années sans toutefois dépasser la différence entre la perte de recettes économiques et la compensation dégressive de ces pertes de recettes. Oui, et puis comme toujours en loi de finances, il y a une ribambelle d'autre chose. Luc Alain, est-ce que tu as le courage d'en faire un petit florilège ? Que retenir des autres dispositions ? Peut-être 3 choses. D'abord, la mise en place d'une compensation intégrale des exonérations de foncier bâti pour les nouveaux logements sociaux. Ensuite, l'adaptation de la dotation biodiversité par augmentation assez forte de son montant, 24,3 millions, augmentation du nombre de communes bénéficiaires en zone Natura 2000 et création d'une composante pour les communes en parc naturel régional, à peu près 3000 communes bénéficiaires. Et puis, c'est aussi le changement de régime de responsabilité des comptables publics qui va sans doute dans le sens de la jurisprudence récente, mais qui, me semble-t-il, pose question sur le devenir et le statut des chambres régionales des comptes, qui était, on se le rappelle, un élément clé de la décentralisation il y a 40 ans. Merci pour cette dernière mention, puisque ce sera justement le sujet de notre prochain dossier, dans une semaine, avec le procureur général honoraire de la Cour des comptes, M. Joannet. Merci à tous les deux. Merci. Eh bien, merci beaucoup, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Joyeuses fêtes. Merci, au revoir.